Oui, donc bonjour. Comme Vanessa l'a dit, je suis candidate au doctorat en psychoéducation à l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, en fait, on va vous présenter là, un projet sur lequel on travaille à l'UETMI depuis un peu plus de 3 ans, presque 4 en fait, qui vise à identifier les meilleures pratiques que les intervenants des services sociaux peuvent mettre en place pour soutenir la réussite scolaire des jeunes qui sont en situation de placement. Donc, je vais céder la parole à Muriel pour qu'elle puisse se présenter puis présenter le plan de la présentation. Oui, bonjour, mon nom est Muriel Guéreton, donc je suis conseillère scientifique à l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention. J'ai participé de manière ad hoc à ce projet et j'en assure la coordination pour sa finalisation, euh, puisqu'on a une de nos collègues, Christine Maltais, qui était l'initiatrice de ce projet, nous a quittés pour aller à Laval. Je vais vous présenter le plan de la rencontre et puis ensuite je vous mettrai un petit peu en contexte ce projet et je partagerai rapidement la démarche d'évaluation. Donc pour ce qui est de la mise en contexte, on s'intéresse depuis plusieurs années. Oui. Oui, excuse-moi. Depuis plusieurs années au sud du centre-sud, on s'intéresse à la problématique de la réussite scolaire des jeunes placés. Il faut savoir qu'au Québec, selon le bilan des DPJ, au 31 mars de cette année, on avait 34 163 enfants qui étaient pris en charge par la DPJ. Et sur ce nombre, il y en a 47,7% qui faisaient l'objet d'une mesure de placement, que ce soit dans une famille d'accueil, un centre de réadaptation, une ressource intermédiaire ou d'autres membres de la famille. Ces jeunes-là font face à des défis réellement importants et je ne vous apprends rien. Souvent, il y a vraiment des problèmes au niveau de la relation qu'ils ont avec leurs parents biologiques, que ce soit des situations d'abus ou de négligence. Ils vivent aussi beaucoup d'instabilité, changement de milieu de vie, changement de milieu scolaire, des changements au niveau des intervenants, là encore scolaires ou des services sociaux. Et c'est ce qui explique en partie la problématique qu'ils vivent au niveau de la réussite scolaire pour certains d'entre eux, pardon. Juste avant la pandémie, l'étude sur le devenir des jeunes placés qui a été faite par messieurs Goyette et Blanchet a permis de révéler vraiment des écarts préoccupants entre la réussite scolaire des jeunes placés par rapport à celle de la population générale ou même des jeunes qui vivent en milieu défavorisé. Ces écarts de réussite sont de trois ordres. Au niveau du retard scolaire, on a environ 70% des jeunes placés qui ont échoué au moins une année scolaire, comparativement à 20% pour les jeunes des jeunes québécois et 40% des jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux à connaître des épisodes de décrochage scolaire. C'est 37% de ces jeunes placés qui vivent un épisode de décrochage au moins par rapport à 5% de la population générale. Donc, ils vivent vraiment des problématiques qui sont pas évidentes. Puis au niveau des aspirations scolaires, ces jeunes-là aussi ont moins d'aspirations à poursuivre des études. C'est 27% d'entre eux seulement qui envisagent de faire des études universitaires. Je le disais, il y avait déjà des travaux qui avaient été amorcés au sud du centre-sud de l'île de Montréal, puis ils ont sollicité l'unité d'évaluation pour qu'on essaye d'identifier les interventions qui sont susceptibles d'améliorer la réussite scolaire des jeunes placés. Je peux passer à la suivante. Donc, la démarche d'évaluation est à peu près tout le temps la même quand on fait une ethnie complète. Tout le monde n'est pas forcément, ne connaît pas forcément cette démarche-là. Elle se déroule par une collecte de données à trois niveaux. On va d'abord fouiller la littérature scientifique. On effectue une revue systématique pour identifier les interventions qui ont démontré des effets sur la réussite scolaire.
Ensuite, comme on veut absolument que les données qui vont sortir de ces travaux-là soient utiles et éventuellement applicables au contexte de l'établissement et au contexte québécois, on va aller regarder deux autres types de données, les données contextuelles et les données expérientielles. Si tu peux avancer, Julie. Oui. Au niveau de la revue de la littérature, on est passé au travers de 8200, environ 1300 articles scientifiques pour aller identifier 39 interventions qui visaient à soutenir soit le rendement, l'adaptation ou la persévérance scolaire. Au niveau des données contextuelles, on a été consulter la banque de données administratives PIGE et la base SOCEN, s'occuper des enfants. Puis au niveau des documents qui pouvaient nous amener aussi des informations pertinentes pour le contexte québécois, on a été consulter notamment le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, autrement appelé rapport Laurent. Dans un troisième temps, on a été faire des entrevues et des consultations, donc des entrevues auprès de chefs de service scolaires. Il y a eu une entrevue de groupe qui comprenait aussi des intervenants, puis un directeur d'école. Et il y a eu deux consultations qui ont été faites auprès d'anciens jeunes placés. Une fois qu'on a collecté toutes ces informations, ben, on va aller les trianguler. C'est-à-dire qu'on va aller voir quels sont les éléments qui convergent entre ce qu'on trouve dans la littérature, puis ce qu'on observe un peu sur le terrain, puis aussi voir s'il y a des obstacles ou des facilitateurs à l'implantation de certaines interventions. Ensuite de ça, on élabore des recommandations qui sont délibérées par un comité d'experts. Notre comité d'experts était composé de deux experts cliniques et un chercheur expert, suite à quoi on arrive à un consensus et on est capable de produire des recommandations qui peuvent être appliquées par la suite dans le milieu de pratique. Je vais maintenant céder la parole à Julie qui va pouvoir vous parler un peu plus des résultats des différentes démarches qui ont été entreprises par l'équipe de projet. Oui, merci Myriam. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je vais vous présenter vraiment un résumé des résultats qui ont été colligés là, au niveau des données scientifiques, expérientielles et contextuelles. Donc, dans un premier temps, là, quelques chiffres. On a, comme Muriel disait, identifié 39 études. Parmi ces études-là, certaines d'entre elles étaient implantées auprès des jeunes qui étaient en famille d'accueil. D'autres l'étaient auprès des jeunes en centre de réadaptation, mais la majorité des échantillons étaient des échantillons mixtes, donc auprès des jeunes qui sont en famille d'accueil ou en centre de réadaptation ou dans une ressource intermédiaire. Euh, Au niveau des variables mesurées, donc les indicateurs de réussite scolaire auxquels on s'est attardé, il y avait évidemment le rendement scolaire des jeunes en termes de notes ou en termes de résultats des évaluations standardisées. La majorité des études ont rapporté des données sur le rendement. Quelques-unes rapportaient aussi des données sur la persévérance, donc le décrochage ou l'obtention du diplôme d'études secondaires, puis aussi quelques-unes sur l'adaptation scolaire, là, donc engagement scolaire ou difficultés intériorisées ou extériorisées à l'école. Donc, ce qu'on constate dans les données scientifiques, c'est qu'il y a vraiment trois grands types d'interventions là, qui se dégagent. D'abord, il y a les interventions qui visent vraiment à soutenir les apprentissages scolaires des jeunes. Une autre gamme d'interventions vise vraiment à développer les habiletés sociales. Puis, finalement, un autre type d'intervention vise vraiment à offrir là, un soutien qui est individualisé là, à travers des collaborations intersectorielles. Donc, je vais passer en revue chacun de ces trois types d'interventions-là qu'on a mis en lien avec le discours des experts, des jeunes, puis les données contextuelles consultées pour vraiment faire un résumé, là, synthèse de toute la démarche. Donc, d'abord,
pour ce qui est du soutien aux apprentissages. Ce sont des interventions ce sont des interventions qui étaient implantées là, surtout auprès des jeunes du primaire, mais il y en avait tout de même quelques-unes qui étaient implantées auprès des adolescents. C'est pour la plupart des interventions qui mettent en place un tuteur qui va se déplacer dans le domicile des jeunes, dans le milieu de vie, pour offrir du tutorat. Parfois, c'était aussi le parent d'accueil qui allait assurer le tutorat. Puis, dans quelques cas, mais surtout auprès des adolescents, le jeune pouvait se déplacer là, dans un centre communautaire pour recevoir du soutien scolaire. Il y a d'autres interventions aussi qui étaient davantage axées sur la lecture. Donc, certains programmes misaient vraiment sur la co-lecture avec le parent d'accueil ou sur la distribution de matériel de lecture là, via des colis là, qui étaient envoyés aux jeunes de manière mensuelle. Au niveau des résultats, l'ensemble de ces interventions-là sont assez positives, nous montrent que vraiment soutenir les apprentissages a un impact positif sur le rendement scolaire, tant auprès des jeunes que des adolescents. Le rôle des intervenants sociaux dans ces interventions-là était tout de même limité. C'était essentiellement de vraiment identifier les jeunes qui allaient avoir besoin du soutien, puis de les référer vers les programmes là, qui existaient pour recevoir là, ce soutien-là. Puis, ça pouvait aussi être de donner accès à du matériel qui est éducatif. Au niveau des données contextuelles puis expérientielles, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a vraiment, il faut faire attention au temps que va prendre le tutorat. En fait, particulièrement dans les milieux de réadaptation, les jeunes peuvent avoir une routine qui est assez chargée. Donc, il faut bien réfléchir à comment implanter du tutorat pour ne pas surcharger les jeunes là, avec leur horaire qui est déjà établi. Un autre point, c'était aussi par rapport à la disponibilité des programmes. Les budgets pour ces interventions-là, c'est pas toujours pérennisé. Donc, l'offre des services est parfois variable. Un autre aspect aussi important qui a été nommé par les experts, c'était l'accessibilité au matériel. Donc, c'est assez important d'avoir le matériel pour offrir aux jeunes, mais aussi qu'il soit adapté à leurs besoins. Donc, avoir quelque chose qui convient aux intérêts, mais aussi au niveau de lecture, par exemple, de l'enfant ou du jeune. Puis, un autre point important aussi qui a été soulevé, c'est que ces programmes-là de soutien aux apprentissages doivent demeurer sur une base volontaire. Donc, c'est pas tous les jeunes qui vont nécessairement en avoir besoin. Certains jeunes réussissent très bien, puis ça ne sera pas nécessaire de leur offrir ce genre de programme-là. Donc, c'est vraiment de s'assurer que ces programmes-là répondent à un besoin, puis que le jeune est aussi ouvert à avoir ce soutien-là. Au niveau des interventions qui visent à développer les habiletés sociales, c'est vraiment des interventions qui misent là, sur l'importance d'intégrer des interventions qui misent sur l'importance d'intégrer des activités qui sont agréables et positives dans la vie du jeune pour vraiment favoriser le développement de différentes habiletés sociales, puis promouvoir l'établissement d'un lien là, positif avec un adulte et éventuellement aussi ses pairs. Donc, c'est vraiment là, de mettre en place un environnement qui va être positif et motivant pour soutenir les apprentissages. Les interventions étaient assez variées là, en termes de modalités. En fait, certaines interventions offraient du mentorat, d'autres misaient sur des activités musicales. Ça pouvait aussi passer par de l'horticulture ou la prise en charge d'animaux, donc donner des soins aux animaux. Tout ça dans l'optique de vraiment développer diverses compétences sociales. Au niveau des résultats, ces interventions ont rapporté des résultats en fait assez mixtes. Auprès des enfants, il y avait très peu d'études chez les plus jeunes, puis les résultats ne nous ont pas permis de montrer en fait l'efficacité auprès de ces jeunes-là, de ces programmes-là. Mais auprès des adolescents, les études convergeaient vers une efficacité là, au niveau pour soutenir le rendement puis l'adaptation scolaire de ces jeunes-là.
Encore une fois, le rôle des services sociaux était assez limité. C'était d'identifier puis référer les jeunes vers les différents programmes qui existaient. Donc, on, on- on mesure les besoins des jeunes pour voir qu'est-ce qui est adapté, puis on les réfère vers le programme. Au niveau des données contextuelles et expérientielles, ben, ces programmes-là rejoignent déjà plusieurs mesures qui sont mises en place dans les milieux de vie. Donc, un point important, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre le développement des apprentissages puis le développement des habiletés sociales. Donc, faut faire attention de ne pas négliger la sphère scolaire au détriment de la sphère sociale. Mais pour les jeunes, par contre, ces programmes-là, c'est vraiment une source de motivation. Développer diverses compétences, ça les motivait à l'école, ça les aidait. Ils rapportaient aussi se sentir plus fiers puis avoir plus d'estime. Finalement, au niveau des programmes intersectoriels individualisés, donc, c'est vraiment des interventions là, qui proposent un plan de service individualisé ou toute autre modalité de collaboration pour agir sur le développement global du jeune. Donc, on veut vraiment répondre aux besoins qui sont identifiés. Puis, c'est des programmes qui s'adressaient surtout à des jeunes qui présentaient des problématiques plus complexes. Donc, dans la majorité de ces programmes-là, on vise vraiment à établir une action concertée puis partager les décisions pour vraiment répondre aux besoins. Dans plusieurs d'entre eux aussi, on misait sur le développement des habiletés parentales. Donc, on offrait un soutien aux parents. Ça peut être le parent d'accueil ou le parent naturel pour vraiment l'aider à développer des compétences pour mieux gérer les comportements, par exemple, des jeunes. Au niveau des résultats, par contre, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont assez mixtes. Au niveau du rendement, il y a quelques études qui montrent l'efficacité de ces programmes-là, mais certains d'entre eux montrent l'absence d'effet. Puis au niveau de la persévérance scolaire, les données sont vraiment mitigées. Donc, certains programmes vont avoir rapporté des effets négatifs, d'autres vont avoir rapporté aucun effet, puis voire même des effets négatifs. Donc, c'est difficile de statuer au niveau euh, des écrits scientifiques sur l'efficacité là, pour l'instant de ces programmes-là. Le rôle, par contre, des services sociaux dans ces programmes-là est généralement très élevé. Donc, ce sont des interventions qui sont mises en place par les services sociaux ou via une entente là, de partenariat intersectoriel. Donc, ils sont le plus souvent les porteurs de ces interventions-là. Puis, malgré que les données scientifiques sont assez ambivalentes, les intervenants puis les données contextuelles semblaient souligner l'importance de ce type d'intervention-là euh, collaborative pour répondre vraiment aux besoins des jeunes qui ont des problématiques plus complexes. Donc, c'était vraiment important d'apporter une réponse qui est individualisée aux jeunes. Évidemment, la collaboration entre les différents milieux, donc milieu scolaire, milieu services sociaux, peut présenter certains défis, mais c'est important de mettre en place des mécanismes qui vont vraiment favoriser une collaboration qui va être euh, efficace. Certains enjeux ont été nommés par les experts, notamment au niveau de l'instabilité du personnel. Souvent, des changements dans le personnel scolaire ou des services sociaux peuvent entraîner certaines difficultés à collaborer de manière efficace. Aussi, tout l'enjeu de la confidentialité. Euh, donc, déterminer quelles informations sont nécessaires et pertinentes à partager, puis sont possibles de partager aussi. C'est sûr qu'il va falloir mieux définir, dans le fond, ces aspects-là de la communication. Puis, les intervenants aussi identifier certains leviers pour soutenir cette collaboration-là, dont, par exemple, miser sur un agent pivot qui pourrait faire le lien entre les services sociaux et l'école, le plan de service individualisé intersectoriel qui pourrait aussi être un outil
qui est existant et qui pourrait être efficace pour soutenir cette collaboration-là, puis aussi miser sur certains moments propices dans le cheminement du jeune. Donc, par exemple, quand on révise des plans ou au moment d'un comité aviseur ou autre, mais vraiment miser sur ces moments-là. Donc, l'ensemble de ces données-là, mises, prises ensemble avec les données contextuelles et expérientielles, nous ont amené à formuler des recommandations. Donc, on a élaboré certaines recommandations qui ont été délibérées, comme Muriel l'expliquait, par un comité d'experts pour qu'au final, on arrive à un résultat final de 3 préambules et 7 recommandations. Donc, les 3 préambules sont vraiment les conditions gagnantes ou les préalables pour vraiment mettre en place les 7 recommandations qui ont été élaborées. Ces recommandations-là ont été organisées en 3 sections. Donc, une première qui souligne vraiment l'importance de mettre en place des interventions qui répondent aux besoins de l'enfant, donc à la complexité de sa situation. Puis, les deuxième et troisième sections adressent vraiment les différentes modalités pour pallier aux problématiques plus spécifiques ou plus complexes. Je vais vous présenter chacune de ces recommandations-là et les 3 préambules, mais juste dire que chacune de ces recommandations-là et préambules est accompagnée de mise en pratique pour vraiment contextualiser et illustrer comment on peut mettre ça en place dans le milieu de pratique dans le rapport complet là, que Muriel vous présentera à la fin. Donc, au niveau des préambules, donc comme je viens de mentionner, les préambules, c'est vraiment les préalables à l'implantation des recommandations qui soulignent vraiment l'importance que devrait avoir la place de l'école, en fait, là, puis la scolarisation des jeunes dans leur milieu de vie ou au niveau des services sociaux. Donc, 3 éléments semblaient nécessaires. D'abord, les intervenants doivent ressentir vraiment que la scolarisation, ça fait partie des priorités de l'organisation. Donc, il faut réfléchir à comment on fait une place à l'école dans la programmation, puis offrir des lignes directrices pour guider les décisions qui vont être relatives à la scolarisation des jeunes. Dans un deuxième temps, une autre condition importante, c'est de croire dans le potentiel des jeunes. Des jeunes. Donc, il faut vraiment avoir des attentes de réussite qui sont plus élevées. Puis ça peut passer par un environnement qui va soutenir les buts, les objectifs des jeunes, mais aussi offrir des exemples de réussite aux jeunes ou connaître les différents parcours ou les ressources qui sont disponibles pour soutenir la scolarisation des jeunes. Finalement, un autre élément essentiel, c'est vraiment d'encadrer la communication entre les intervenants et les milieux scolaires. Il faut vraiment avoir des lignes directrices qui sont nécessaires pour baliser justement les échanges, déterminer qu'est-ce qui est pertinent et nécessaire à partager, puis à quel moment. Donc, finalement, les conditions, c'est vraiment de faire une place à l'école, puis montrer que la scolarisation, elle est importante à travers les différentes politiques. Au niveau des recommandations, donc, la première recommandation, elle vise vraiment à souligner l'importance de mettre en place des interventions qui répondent aux besoins de l'enfant. Donc, c'est de réaliser un portrait de la situation scolaire. Ça peut sembler assez simpliste comme de dire réaliser un portrait de la situation scolaire, mais ça implique qu'il faut vraiment guider les intervenants sur qui doit est responsable de réaliser ce portrait-là, quand est-ce qu'on réalise ce portrait-là, comment est-ce qu'on réalise le portrait, quelles informations qu'on veut y mettre à l'intérieur. Donc, il faut vraiment
mieux définir ce processus-là, mais il faut aussi que ça se fasse en collaboration avec les partenaires, particulièrement ceux du milieu scolaire. Ensuite de ça, une deuxième, en fait, la deuxième section qui sont vraiment le cœur des recommandations qui visent à identifier les modalités d'intervention ou de prévention pour pallier des problèmes là, plus spécifiques. Donc, la première chose qu'on retient, c'est qu'il y a déjà plusieurs choses qui se font dans le milieu de vie de l'enfant, là, des actions qui sont formalisées ou plus spontanées, euh, qui sont efficaces à soutenir les apprentissages des jeunes. Puis, il faut vraiment maintenir ces interventions-là qui sont déjà faites. Donc, par exemple, quand un intervenant va aider un jeune à faire ses devoirs ou certains éléments de la routine, aller à la bibliothèque, c'est des éléments qui sont déjà faits puis qui sont vraiment pertinents à garder pour soutenir les jeunes. Ensuite, ce qui ressort des écrits, de la littérature scientifique, c'est que le soutien à la lecture est assez important. Donc, c'est vraiment important de créer un environnement qui est favorable à l'apprentissage de la lecture. Chez les plus jeunes, ça peut passer par des activités de lecture régulière avec la figure de soins. Puis pour les jeunes de tous les âges, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est d'offrir du matériel qui est adapté aux intérêts et au niveau de développement du jeune. Mais on veut vraiment miser sur la lecture. Une autre modalité assez efficace étant le tutorat. Donc, on doit donner accès aux jeunes, donner l'accès au tutorat aux jeunes. Chez les plus jeunes, on pourrait prioriser une forme de tutorat qui est offerte par le donneur de soins ou sinon un intervenant formé qui va se déplacer dans le milieu de vie. Puis pour les adolescents, le tutorat peut être offert là, par un intervenant formé qu'on va accueillir dans le milieu de vie ou dans la communauté. La cinquième recommandation là, indique vraiment là, de créer un environnement qui est propice aux apprentissages. Donc, ça passe par le développement des habiletés sociales, puis le développement des relations positives avec les adultes et les pairs. Donc, on veut vraiment axer sur des activités plus récréatives, donc axées sur le plaisir et le bien-être pour développer vraiment différentes compétences sociales. Chez les plus jeunes, ça pourrait prendre la forme, par exemple, de jeux de groupe. Puis chez les adolescents, on peut miser sur d'autres activités comme le mentorat ou les activités, comme j'ai nommé plus tôt, qui sont axées sur l'art, la musique ou le soin des animaux. Et finalement, comme dernière recommandation dans cette section-là, c'est vraiment l'importance d'impliquer les partenaires, donc la famille, l'école, la communauté, dans nos interventions. On veut, en travaillant en collaboration, là, éviter un certain chevauchement de services, puis s'assurer que les besoins des jeunes sont répondus. Donc, par exemple, si le jeune reçoit déjà du tutorat dans son milieu scolaire, à l'école, dans la journée, mais c'est important d'être au courant de ça pour pas encore dédoubler puis redonner du tutorat le soir aux jeunes. Donc, travailler en collaboration, ça aide vraiment à mieux répondre euh, aux besoins des jeunes. Donc, finalement, la dernière recommandation va vraiment dresser les modalités pour intervenir sur les situations qui sont plus complexes puis qui demandent vraiment une prise en charge globale. Donc, pour ces jeunes-là, c'est nécessaire de mettre en place des interventions qui vont miser sur la concertation et la prise de décision partagée. Donc, les interventions qui vont vraiment faire appel à tous les acteurs concernés, donc les services sociaux, ça peut être des membres de la communauté, la famille, l'école, etc., qui vont travailler ensemble à vraiment mettre en place un plan de service qui réponde aux besoins du jeune. Donc, cette concertation-là entre les partenaires devrait être vraiment étendue puis uniformisée. Puis il faut vraiment arriver à définir les mécanismes qui vont permettre une collaboration qui est efficace entre les partenaires. On peut miser sur différents outils tels que nommés plus tôt là,
l'intervenant pivot, le plan de service individualisé intersectoriel, qui vont vraiment, peuvent être utilisés pour mieux coordonner tout l'ensemble des services qu'on va mettre auprès des gens. Donc, je vais céder la parole à Muriel pour qu'elle puisse présenter les différents produits qui découlent de notre projet. Oui, alors il y a vraiment, pour les personnes qui veulent vraiment connaître la méthodologie qui a été utilisée, puis les détails des contenus des articles qu'on a dépouillés et examinés, vous pouvez vous référer au rapport complet qui est disponible sur la page de l'UFMI. Puis on a fait une petite note de synthèse en 4 pages aussi qui résume vraiment les contenus qu'on vous a présentés tantôt. Euh, sur le site de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants, a été produit une capsule vidéo. Il faut savoir qu'une partie de ce projet d'ethnie a été réalisée en partie dans le cadre d'une subvention des fondations concertées des fonds de recherche du Québec, Société et Culture, ce qui nous a permis de produire cette petite capsule qui s'adresse à la fois aux intervenants sociaux et scolaires, puisque le volet traité par cette subvention de recherche-là était un peu plus large que ce que nous regardions, nous, à l'intérieur de l'établissement. Il faut dire aussi que ce projet d'ETNIA a été fait en étroite collaboration, bien sûr, avec l'IUJD. Je ne sais pas si on l'a assez mentionné au début, donc des chercheurs, des APPR de l'IUJD ont grandement contribué à la réalisation de ce projet-là. Nous travaillons actuellement sur un tour de roue de plus par rapport à l'applicabilité des recommandations qui ont été émises. On espère que d'ici à la fin de l'automne, on aura un produit qui sera encore plus détaillé pour pouvoir mieux expliquer les différentes choses au niveau des intervenants. Pour toute information complémentaire, vous pouvez toujours nous écrire au niveau de l'adresse de l'UETNI. Puis on relaiera les questions éventuellement auprès des chercheurs où on s'assurera que vous obtenez une réponse à vos questions. Alors, sur ce, ben, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence.